Nous avons maintenant le grand honneur de recevoir dans nos studios le grand écrivain Gilbert Sinoué. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur que vous nous accordez d'être venu passer nous voir aujourd'hui. Gilbert Sinoué, vous êtes écrivain, on dit français d'origine égyptienne, franco-égyptien quand on lit vos biographies. Alors, comment vous définissez, même si c'est une question toujours difficile? Vous êtes écrivain, vous êtes penseur, vous êtes philosophe, vous êtes conteur, vous êtes historien, vous êtes tout ça à la fois? Mais, comme on disait en antenne, on pose souvent la question en tout cas de mon appartenance. Est-ce que je suis égyptien? Est-ce que je suis français? Où je me sens le mieux, etc. Et je vous disais, je ne veux pas soustraire. Je préfère additionner. Donc je suis égyptien à 100%, et je suis français à 100%. Et j'additionne ces deux-là, ça fait du 200%, donc c'est beaucoup de richesse. Donc je me sens totalement en harmonie avec les deux cultures. Maintenant, le reste, historien, penseur, philosophe, écrivain, je crois que c'est beaucoup, je ne sais pas. Je suis avant tout un conteur. Et ça, c'est mon côté sûrement oriental. Moi, mon grand-père, quand avait le plaisir tous les soirs de me raconter des histoires. Et j'avais un grand-père absolument extraordinaire, qui la plupart du temps avait perdu le livre qu'il devait me lire, et donc il m'inventait ces histoires, qui n'avaient ni queue ni tête. Il commençait, on ne savait pas comment ça allait finir. Mais j'ai pris de lui le goût d'écouter des histoires, de raconter. Voilà, donc certainement je me qualifie comme conteur. C'est la tradition arabe des Mille et une nuits, un peu? Oui, absolument. Moi j'adore ça, j'adore. Je vous fais une confidence, j'adore voir les voyantes. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles me racontent des histoires. Je sais très bien qu'il n'y a rien qui va se faire, mais j'adore qu'on me raconte des histoires. Et je me dis, voilà, si en écrivant, les gens ont le même plaisir que moi en écoutant, voilà, le bonheur est partagé. Oui. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain si ce n'est un conteur? Vous avez grandi en Égypte, vous avez passé une grande partie de votre jeunesse ici, l'enfance. Vous aviez aussi une passion pour la musique, c'est ce qu'on a appris en feuilletant un petit peu votre biographie. Vous avez fait de la guitare et puis un jour, en fait, après avoir écrit des chansons, vous avez décidé de commencer à écrire des livres et des contes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir abandonné ou mis de côté cette passion pour la musique? En fait, au tout départ, je voulais être écrivain. J'ai envoyé mes premiers poèmes à Gallimard, c'est vous dire comment on peut être inconscient quand on est jeune. J'avais 15 ans. Et j'ai d'ailleurs reçu une lettre que j'ai gardée parce que plus tard j'ai été publié par Gallimard et ça m'a fait très bizarre de penser à ce moment-là. Mais je n'ai pas osé écrire longtemps. J'ai écrit mon premier roman à l'âge de 27 ans, il a été refusé par toutes les maisons d'édition et je crois qu'ils avaient raison. Et donc j'étais tétanisé, j'avais très peur parce que à moins d'être totalement inconscient, écrire est un acte très exhibitionniste. Et quand on lit les grands classiques, on se dit qu'on est tout petit et qu'on ne sera jamais capable d'écrire. Jamais, enfin, à moins de s'appeler Camus ou Proust, etc. Donc j'ai eu très peur d'écrire longtemps, et je me suis dit, je ne suis pas capable. Donc, j'ai triché, j'ai écrit des chansons. Oui. Pour tout le monde. J'ai même écrit une chanson qui était un grand succès en Égypte. J'avais écrit le texte en français, il a été traduit en arabe, c'est Hello Ya Baladi, pour Dalida. Et donc, voilà, j'ai continué à écrire des chansons pour gagner du temps, pour tricher. J'ai été professeur de musique, pour tricher aussi, et puis parce qu'il fallait que je gagne un peu ma vie, et qu'il fallait que, voilà. Et comme je détestais tout ce qui était fonctionnaire et bureau, j'ai choisi des métiers artistiques. Et puis finalement, en approchant de la quarantaine, les radars se sont allumés, les feux rouges se sont allumés, et j'ai commencé à me dire, je vais avoir plus peur de rater que de ne pas essayer. Oui. Donc, en voyant la quarantaine approcher, j'ai pensé à mes rêves de gosse, et je me suis dit, écoute, si tu ne le fais pas maintenant, khalas, tu ne le feras plus jamais. Et donc, je me suis mis à écrire à ce moment-là, c'était très tard. Mon premier roman est paru quand j'avais 40 ans pile. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais on dit que c'est quand vous avez vu Brel chanter que vous avez décidé Absolument. D'écrire. Absolument. C'était ici en Égypte? Pardon? C'était ici en Égypte? Absolument, parce que mon père était un fou artistique formidable, et il y avait un bateau qui avait appartenu au roi Farouk, qui s'appelait le Cassetreer, qui était à l'abandon
après la Révolution. Et mon père a dit, mais pourquoi est-ce que, je vous parle des années 58, 59, pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas ce bateau qui avait des cabines magnifiques, qui avait les appartements du roi, de la reine, des princesses, un bateau somptueux, un peu comme le Soudan, qui existe encore. Oui. Et il s'est dit, pourquoi ne pas transformer ce bateau en hôtel et organiser des croisières en Haute-Égypte. À cette époque-là, c'était pas du tout ce qui est maintenant, où il y a 25 bateaux qui font la queue. Ouais. C'était une innovation. Oui. Inutile de dire qu'on avait 5 touristes à bord quand on est parti la première fois. Et en hiver, le bateau restait au quai, en face du Nile Hilton, de l'ex-Nile Hilton, et il l'avait transformé en boîte de nuit. D'accord. Restaurant, boîte de nuit, et il avait invité des stars françaises, et j'ai vu passer Aznavour, enfin, toutes les grandes stars de l'époque, et un soir, j'ai vu un type arriver avec une tête de cheval, les dents en avant, qui s'appelait Jacques Brel, que je ne connaissais évidemment pas. Et j'ai écouté ce type chanter, et c'était pas sa voix qui m'avait impressionné, c'était la qualité des textes. Parce que si vous lisez les textes de Jacques Brel, ce sont des romans. Absolument. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a des personnages. On les voit, c'est des tableaux. Et je me suis dit, mais un jour, je serai écrivain. Je vais écrire des chansons qui feront 300 pages. Voilà, c'est comme ça que est né cet amour. La description des personnages dans Les Vieux, par exemple, c'est ahurissant. Ou ces gens-là. Ces gens-là aussi, tout est fabuleux. Alors, vous commencez donc à être publié assez tardivement, plusieurs bouquins, la liste est longue, on va parler de quelques-uns de vos livres, mais il y a toujours l'Égypte qui est présente un petit peu dans ces livres. Il y a beaucoup, exactement, il y a certains titres, il y a l'Égyptienne, la fille du Nil, Akhenaton, le dernier pharaon qui parle de Mohammed Ali. Est-ce que ça a été... Le livre sur la serre également. Le livre sur la serre, voilà, l'aigle égyptien, ça on va en parler. Exactement. Est-ce que c'est important, quand on a des origines égyptiennes, quand on a grandi ici, de garder ce lien avec l'Égypte? Et est-ce qu'on a envie de le faire découvrir justement aux Occidentaux? Moi, c'est pas une question de garder le lien. Le lien, je l'ai toujours gardé. Il y a un lien qui ne peut pas se casser. Parfois, je me suis demandé pourquoi j'étais tellement attaché à l'Égypte. Et je me suis dit, bon, c'est l'Égypte ou... Non, en fait, je crois que c'est un mélange. C'est parce qu'aussi, j'ai passé ma jeunesse ici. Et j'aurais passé ma jeunesse au Groenland, j'aurais été attaché au Groenland. C'est normal. Donc le lien ne s'est jamais cassé. En revanche, l'envie de faire découvrir l'Égypte à des lecteurs occidentaux, et parfois même à des lecteurs égyptiens qui connaissent parfois très mal l'histoire de leur pays, m'a intéressé beaucoup. Et c'était surtout pour répondre à des questions que moi je me posais. Sur Mohammed Ali, par exemple, qui a longtemps été considéré comme un étranger, qui a gouverné l'Égypte, qui était entouré d'étrangers, d'Arméniens, de Français, etc. Je me suis intéressé au personnage en me disant, mais quand même, cet homme a été, malgré toutes les critiques, un fondateur de l'Égypte moderne. Et j'ai voulu transmettre ça. Et Nasser, ça a été pareil. Je me suis fait beaucoup insulter par des amis de classe qui m'ont demandé comment tu écris sur Nasser, etc., qui était détesté par ces gens. Mais c'était aussi un travail de recherche. Je voulais m'intéresser à ce personnage. Pourquoi ? En fait, j'ai voulu écrire sur Nasser après le 25 janvier. Parce que j'ai vu dans les rues Médane et Tahrir des gens avec des pancartes de Nasser. C'est quand même le seul chef d'État dont c'est vrai, le portrait a été brandi, c'est ça, oui. Et j'étais à Paris devant ma télévision, et je me dis, mais 40 ans après sa mort, il y a des gens qui parlent encore de Nasser, pourquoi ? On sait quelle catastrophe ça a été, la guerre des 6 jours et tout ça, l'humiliation. Et je me suis intéressé, et j'ai essayé de faire un travail d'historien, c'est ce que je disais hier au Conseil suprême de la culture. Je disais, écoutez, on aime ou on n'aime pas un personnage, un homme politique, il n'est pas totalement noir. Il y a toujours une part de lumière. Et chez Nasser, il y avait une part de lumière, qu'on veuille l'accepter ou pas. C'était un patriote, c'était un homme qui aimait l'Égypte, ce n'était pas un homme corrompu. Quand il est parti, il n'avait pas fait plus d'argent que lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'était un laïc. On a vu son attitude vis-à-vis des frères musulmans. Au moins, il y a la fameuse vidéo que tout le monde peut voir sur Internet. Il a voulu redonner de l'honneur, non seulement à l'Égypte, mais à toutes les nations arabes.
La nationalisation du canal de Suez, pour moi, est un acte d'immense courage. Il ne faut pas oublier que ce dans les années 56, alors que la colonisation est encore là, l'Algérie est encore occupée par les Français, etc. Donc il y a tout ça qui m'a paru un homme intéressant. Les industries avec lesquelles on vit maintenant, c'est ça qui ont été construites au temps de Nasser. Il y a aussi un effort d'éducation qui a été fait. Justement, l'aigle égyptien. Ce livre maintenant, après, il y a un autre Nasser, évidemment. Il y a un autre Nasser qui a conduit le pays à la ruine. Nous sommes tous d'accord. Mais quand on fait un travail d'historien, on ne peut pas dire il n'y a que la ruine et ce type il est tout à fait négatif. Je ne pense pas. C'était le deuxième livre consacré à Nasser. Oui, en fait, j'ai fait au début un livre. J'ai voulu mettre en parallèle les deux destins de Farouk et de Nasser et de voir comment les deux ont évolué. Et après, je me suis dit. Voilà le livre. Pourquoi ne pas faire un double, uniquement la biographie de Nasser. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à lui. Et c'est amusant parce que sur Farouk, un jour j'ai reçu un coup de fil du fils de Farouk, Fouad, qui vit à Genève, et qui m'a fait un compliment. Il m'a dit, vous êtes une des rares personnes qui n'a pas totalement démoli le roi, et vous lui avez trouvé des excuses. Et c'est vrai que là aussi, on a beaucoup démoli le roi, mais quand vous réalisez que c'est un enfant de 16 ans, à qui on a donné le trône d'Égypte, avec les Anglais qui occupaient l'Égypte, le Waft qui était là, a fait des pressions, etc. Bon, c'est pas facile de diriger un pays comme l'Égypte quand on a 16 ans. C'est sûr. Alors, c'est vrai que Dora a raison, l'Égypte est très très souvent présente, mais on va dire qu'il y a une sphère un peu plus large que l'Égypte, c'est l'Orient en fait. Vous avez écrit également sur le prophète Mohammed, sur Jésus-Christ, vous avez écrit sur le génocide arménien. Donc tout ça finalement, c'est la frontière de ce Levant, de cet Orient que... Oui, il y a de ça, j'ai même écrit une trilogie de presque 1000 pages qui s'appelle Inch'Allah, qui commence en 1916 et qui finit de nos jours. Alors on m'a demandé pourquoi j'avais fait ce travail un peu fou, parce que quand vous vivez en Occident, les gens vous interrogent et vous disent mais pourquoi le Moyen-Orient est un tel désordre? Je suis poli. Pourquoi c'est un capharnaüm pareil? Pourquoi cette situation, etc. Pourquoi l'Égypte a tellement souffert? Bon. C'est vrai que quand on vous pose cette question, on n'a pas tout de suite une réponse évidente. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça rejoint une autre analyse qui est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a cette espèce de cassure entre l'Occident et le Moyen-Orient, les pays arabes, le christianisme et l'islam? Donc j'ai essayé de faire, vous savez, pardonnez-moi, juste une anecdote pour vous expliquer le mécanisme. Je dînais un soir chez des amis et une dame que je ne connaissais pas, un monsieur que je ne connaissais pas, demande à sa femme de lui passer la carafe d'eau. Elle le regarde comme si elle allait le tuer. Et elle prend le verre d'eau, elle lui jette au visage, et elle s'en va. On est tous restés complètement tétanisés. On s'est dit, mais elle est folle, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, après enquête, on s'est aperçu que juste avant qu'elle vienne dîner, le mari lui avait avoué qu'il l'a trompée avec sa meilleure amie. D'accord. Donc elle était complètement à bout de nerfs. Ben, pour comprendre l'histoire du Moyen-Orient, il faut remonter le fil. Et je suis remonté jusqu'à Saïx-Picot. Voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, le premier gros drame entre les Arabes et l'Occident, c'est Saïx-Picot. Voilà, la séparation. La séparation commence, le divorce commence là. Donc voilà, et en m'attaquant à ça, je me suis aperçu que je devais continuer. Donc après, il y a eu évidemment la création de l'État d'Israël, qui à mon avis, est aussi une des raisons principales du sentiment d'injustice qu'éprouvent les Arabes. Un sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'il y a toujours à un côté un pays qui peut bafouer toutes les résolutions de l'ONU depuis 70 ans, et quand un pays arabe ose dire je ne vais pas respecter telle résolution, on l'a vu avec l'Irak, il est disparu de la carte. Absolument. Donc voilà, il fallait que j'explique tout ça, parce que par exemple, vous avez des gens en France qui vous disent les Palestiniens, mais c'est des travailleurs émigrés qui viennent travailler en Israël et qui font le désordre. Voilà, c'est très mal compris. Donc voilà, j'ai voulu raconter tout ça, et je suis arrivé bien sûr en 56.
Et je me dis, bon, khalas, j'arrête. Et puis je me suis dit, je ne peux pas arrêter, il faut que je continue. Je suis arrivé jusqu'en 2001, World Trade Center, évidemment, qui est un autre problème. Et puis jusqu'aujourd'hui, avec la naissance de Daesh et l'invasion de l'Irak. Ce sont des moments qui peuvent expliquer aux Occidentaux le sentiment qu'éprouvent aussi les nations arabes. Absolument. On parlait de la manière dont l'Égypte est traitée dans les médias étrangers. C'est complètement unilatéral. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous dites je vais en Égypte, les gens vous disent tu n'as pas peur. Je dis mais attendez, j'ai plus peur aujourd'hui d'aller à Bruxelles, à l'aéroport ou dans une rue de Paris, où je vais me faire mitrailler à une terrasse de café. Enfin, que je sache, à part l'accident de l'avion russe, il n'y a pas eu de tragédie dans les hôtels où un type est rentré comme en Tunisie. Donc vous voyez, il y a ce malentendu. Voilà. Bon. Excusez-moi, je me passionne. Mais... Non, c'est sûr qu'il y a un malentendu et que la presse ne nous a pas épargné. On n'a pas épargné l'Égypte depuis la révolution de 2011. Quel regard vous avez porté sur cette période de l'Égypte? De la révolution? De la révolution jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venu déjà pendant ces années-là? Non, je suis venu juste après la révolution, au moment où il y avait Morsi. Mais évidemment, j'ai suivi ça, je dormais devant ma télévision tous les soirs. D'abord, ma première réaction, et je le disais à l'oncle Nabil, quelques mois avant, en octobre, on avait parlé de l'Égypte. C'était en octobre 2015, et je n'imaginais jamais, et j'ai dit en public que je n'imaginais jamais le peuple égyptien capable de se révolter. Pour plein de raisons. Fatigue, épuisement, besoin de travailler, tout ce qu'on connaît. Et quand la révolution a commencé, je me suis dit c'est une émeute. Ça ne va pas durer. La police va débarquer, ils vont tous rentrer chez eux. Le deuxième jour, je me suis dit, ce n'est plus une émeute, ça a l'air d'être une révolte. Et puis c'est devenu une révolution. Et je vous avoue que comme nous tous, j'avais les larmes aux yeux. On ne pouvait pas rester insensible devant ce mouvement extraordinaire, absolument unique, extraordinaire. On a vu des images bouleversantes de chrétiens qui protégeaient des musulmans, qui priaient, ou des musulmans. Enfin, c'était un moment d'unité du pays unique. Maintenant, je suis conscient aussi du fait de ce qui se passe aujourd'hui. Quand je discute avec des gens, il y a une impatience évidente, il y a une fatigue qui est toujours là. Moi, je crois que j'ai vu ce qu'on appelle le printemps arabe, en tout cas la révolution égyptienne, comme le début de quelque chose. Une révolution, c'est pas 24 heures. Une révolution, c'est des dizaines d'années. C'est une transformation d'un pays qui, pendant 70 ans, a vécu sous l'oppression, sous des dictatures, et l'Égypte en particulier, sous l'occupation anglaise, etc. Donc, moi, je vois ça à longue haleine. Je ne pense pas que les problèmes de l'Égypte, même si le président Sisi développe tout le courage qu'il peut et toute la force qu'il peut, la tâche est immense. Quand vous regardez de loin, vous vous dites, mais c'est comme un tonneau, vous versez de l'eau et le tonneau continue à couler. Donc en plus il y a ce problème démographique que vous avez. On m'a parlé de 2,5 millions de naissances par an. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous serez 30 millions de plus. Vous bâtissez une école aujourd'hui, pour 1000 élèves, après-demain elle n'est plus valable. Donc il faut que ça continue. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes d'État comme lui, comme d'autres, qui ne cassent pas cet élan, qui cherchent à redresser le pays, à redresser l'industrie de ce pays et surtout l'éducation. L'éducation est la clé de la démocratie. Vous ne pouvez pas faire de révolution démocrate si vous avez 30 ou 40% de gens qui ne savent pas lire ni écrire. C'est impossible. C'est impossible parce que si vous retirez un gouvernement, il faut le remplacer par des gens compétents. Et pour avoir des gens compétents, il faut qu'ils sortent des universités, qu'ils aient appris à lire, à écrire, à écouter le monde, à s'ouvrir. Donc moi, je suis optimiste, un peu inquiet, mais optimiste. Comment est-ce que tout ça est perçu par l'Occident? C'est vrai que on a senti cet élan de solidarité le 25 janvier et les jours d'après, le jour où Moubarak est parti. On a l'impression que les gens étaient très engagés avec l'Égypte, avec la Tunisie également, avec les autres pays. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il commence à se poser des questions quand même. Il y a des mouvements terroristes qui sont
apparu. On voit, vous avez parlé tout à l'heure de Daesh en Syrie, on a l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience que finalement, peut-être qu'il faut se ranger du côté des laïcs et que la liberté à tout prix, peut-être qu'elle va venir, mais elle va prendre du temps. Est-ce que les Occidentaux, les dirigeants et également les intellectuels ont fait leur mea culpa vis-à-vis de ça, puisque on a vu quand même des mouvements sectaires et fascisants qui sont apparus dans certains pays. Pour revenir à la perception de l'Égypte, elle a été magnifique au début, elle a été très critique et elle l'est encore. Ouais. Moi, je me suis vu interviewé plusieurs fois par des médias français qui me disaient, mais finalement, c'est la dictature absolue, on est revenu au temps de Nasser. Ouais. Ce que les médias occidentaux ne comprennent pas et ont du mal à comprendre, ils nous parlent tout le temps du coup d'État que Sisi aurait commis. Ouais. Bon. Vous avez beau leur expliquer que d'abord l'Égypte, c'est pas la France, que nous n'avions pas d'Assemblée nationale. En France, quand ça va mal, le président est dissout l'Assemblée nationale, nouvelles élections, nouveaux députés, nouveau Parlement. Il n'y avait pas à cette époque d'Assemblée nationale. Donc le peuple se retourne vers qui? Il n'a pas d'armes législatives. Absolument. Donc il était normal que le peuple, puisqu'il n'avait pas d'armes législatives, dise « je ne veux plus de toi, pars et qu'on te remplace ». Ça, c'est quelque chose que les médias n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils nous disent toujours il y a eu un coup d'État, on a destitué un président légitime. Pourquoi ils arrivent à le comprendre en Ukraine et pas en Égypte? Écoutez, là, vous me posez une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas. Ils vous disent tous c'est un coup d'État. Vous dites non, c'est le peuple qui a chassé quelqu'un. Si tu confies les clés de ta maison à quelqu'un et que tu vois que 2 jours après il a mis le feu à la salle de bain et à la salle à manger, tu lui dis non, rends-moi les clés. Ils s'est accaparé tous les pouvoirs d'une façon. Vous avez beau leur dire que Morsi était devenu encore plus dictateur, attribuer tous les pouvoirs lui-même, ils ne comprennent pas. C'est un problème de relation avec les médias qui est très compliqué, très très compliqué. Il faut du temps. Maintenant, revenons à la question de Nabil concernant la laïcité. Moi, je suis un défenseur absolu de la laïcité et je pense que tout le monde arabe devra un jour accepter l'idée de séparer les deux mondes, la religion et l'État. Ce n'est qu'à ce seul moyen que le progrès sera possible. Je dis toujours, il faut un peuple de citoyens et pas un peuple de croyants. On ne fait pas le progrès uniquement avec un peuple de croyants. On fait un pays avec des peuples de citoyens. Il nous reste encore du temps, n'est-ce pas? Très rapidement. Vous avez beaucoup philosophé dans certaines de vos œuvres et on sent que la religion est très importante puisque il y a beaucoup de livres consacrés notamment au prophète Mohammed, à Jésus. Je sais aussi que le judaïsme a été abordé. Pourquoi la religion pourquoi vous accordez une place importante à la religion? Il y a l'envoyé de Dieu aussi. Je vais répondre brièvement parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que quand vous regardez le monde, je vais vous offenser peut-être, mais tous les gros problèmes majeurs, en tout cas c'est un problème majeur, sont nés du fait des religions. Que les chrétiens, quand ils ont été massacrés en entamant les croisades à Jérusalem, etc., l'Inquisition, les bûchers, l'excommunication, le christianisme est passé par cette période terrifiante. Je vois avec le judaïsme, quand vous avez des gens qui vous disent que Dieu a téléphoné à Abraham un jour, il a dit « cette terre qui est à toi », et on voit aujourd'hui les conséquences. Avec l'islam, voilà, c'est l'actualité. Et aujourd'hui, avec des gens qui lisent le Coran, qui ne le lisent même pas, qui croient avoir lu certains versets, qui les prennent pour eux et qui se mettent à les employer de manière absolument folle. Donc, la religion est le centre de nos vies. Le problème, c'est qu'il faut les séparer. Il faut que chacun... Vous savez, chacune des trois pense que Dieu est une propriété privée. C'est à moi. Moi, c'est pas là. C'est mon Dieu à moi. Bon. Donc voilà, je pense que je ne peux pas ne pas m'intéresser à ce phénomène. Moi, personnellement, j'ai fait un choix. Moi, je pense aux anciens Grecs. Vous savez, les anciens Grecs, ils avaient des temples pour tous leurs dieux. Il n'y avait pas de problème. Et ils avaient même un temple pour le Dieu inconnu. Celui qu'ils ne savaient pas. Et quand un voyageur il dit mais il n'y a pas mon Dieu ici, il est où? Ah non, non, deuxième à droite, il y a un temple, il est pour vous. Et ça, c'est la paix. Chacun est tranquille chez soi. Gilbert Sinoé, dernière question malheureusement. On a envie de rester au moins 2-3 heures avec vous, mais on est obligé on a des impératifs. On sait que on parle toujours d'égyptomanie, égyptomania
en France. On sait que les Français adorent l'histoire, la civilisation égyptienne. Vous écrivez plutôt sur des personnages plus contemporains, plus modernes, on va dire. Est-ce que cet aspect aussi les intéresse? Est-ce qu'ils commencent à s'intéresser aussi à l'Égypte de ces derniers siècles, depuis Mohammed Ali jusqu'à nos jours? Oui, ils commencent à s'intéresser à cause des problèmes du Moyen-Orient. Mais avant, ils ne s'intéressaient pas du tout. Moi, quand je dis toujours, moi, l'Égypte s'est pas arrêtée avec Nefertiti. Elle a continué à vivre. Maintenant, il est évident que la France est passionnément amoureuse de l'égyptologie, ne fût-ce que parce que c'est la France qui a amené l'égyptologie en Égypte, avec Champollion, etc. Moi, personnellement, c'est l'Égypte de Mohammed Ali à nos jours qui me passionne. Et puis, on a beaucoup écrit sur les pharaons. Moi, j'ai écrit sur Akhenaton uniquement à cause du monothéisme, encore une fois, la religion. Mais sinon, il y a des gens qui font ça très bien. Il y a Christian Jacques, il y a plein d'auteurs là-dessus. Moi l'Égypte pharaonique, je la trouve très belle, mais elle ne me passionne pas. Voilà, il y a une autre Égypte, comme vous l'avez dit. C'est une autre Égypte. C'est une Égypte arrêtée, alors que là, on est en Égypte en plein mouvement. Ce que nous vivons est passionnant. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment. C'est moi qui vous remercie. On a été ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Gilbert Sinoué. Donc, je vous invite tous à lire les œuvres de monsieur Sinoué. Et puis, la dernière qui vient de sortir, c'est Les 5 quartiers de lune. C'est la troisième partie, le tome 3 de la trilogie, Inch'Allah. Et je sais que vous êtes encore au Caire quelques jours, voilà, avec des séances de dédicaces au centre-ville. Je ne sais pas si on a le droit de dire le nom de la librairie, mais en tout cas, elle se trouve au centre-ville. Et puis, je crois, au lycée français. Voilà, tapotez sur Facebook, vous allez trouver. Et à Alexandrie, exactement. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir accueilli, merci. Allez, on va se quitter, on se donne rendez-vous demain avec une autre équipe, un autre sujet, un autre invité. On vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.